L'émission Le Vestiaire est une présentation de Hyundai Jean Thibault et de Microbrasserie Charlevoix. Cette semaine au vestiaire, on parle du défi des 5 sommets avec Louis-Philippe Dufourchang. On va savoir M. François-Xavier Thibault qui nous fait la chronique Chasse et pêche. On parlait de, évidemment, notre expert football. Donc, sport majeur, on parle de football, Ligue nationale, Ligue canadienne et le RSEQ. As-tu hâte? J'ai hâte. J'espère que ça va être une belle émission. J'espère que je vais bien faire ça pour mon premier show, Mathieu. Ah, je suis pas trop inquiet. Bon vestiaire à tout le monde. Cette semaine, sport local, on reçoit Louis-Philippe Dufourchang qui va être avec nous aujourd'hui. C'est le fondateur du défi des 5 sommets. Comment ça va, Louis-Philippe? Allô, ça va super bien. Merci de me recevoir. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Écoute, on commencerait déjà avec une petite question. Est-ce que tu as un bilan à nous faire un peu de l'édition de cette année? Comment ça s'est déroulé pour le défi des 5 sommets de ton côté? Écoute, ça a été une belle année. Les participants ont été encore contents de nos choix de sommet. On a atteint notre objectif. On se visait un 5000 participants cette année. On l'a atteint. On a un beau taux d'accomplissement aussi des 5 sommets. Donc, la température est avec nous. Écoute, on a passé une belle année. Des fois, il y a eu des événements spéciaux comme, je pense, le spectacle à la montagne aussi, qui était intéressant, là. Oui, exactement. On est revenu avec notre spectacle au sommet du Mont-Grand-Fond. Cette année, on a affiché complet encore une fois. Les participants ont trippé. C'est tellement un événement magique. Le spot est magnifique aussi. Avec un autre beau succès aussi là, de ce côté-là. C'est le MGM Band, donc on faisait une reprise des classiques québécois. Avec une soirée là, assez festive. Louis-Philippe, quand tu Sur parles les d'un autres. événement complet, on peut parler de combien d'inscriptions au total? Là? On parle de combien de gens qui ont profité du défi là, cette année? On est aux alentours d'un 5000 inscriptions, donc un peu proche de ça, là, 5042, je pense, pour être exact. Puis là-dessus, c'est un peu moins qui terminent les 5, là, c'est juste les plus braves. On est à peu près à 1250 personnes là, qui accomplissent les 5 sommets, dont un autre 400-500 là, qui termine aussi le 6e sommet, qui est le Mont Mystère. Donc, les gens ne sont pas nécessairement obligés de faire les 5 sommets. Il n'y a pas d'obligation, ils s'inscrivent. C'est vraiment pour un encouragement à aller marcher à la montagne, là. Non, exact. C'est pas toujours facile de se trouver un moment pour faire 5 sommets pendant son été. Donc les gens des fois en profitent. Ça leur fait une belle banque d'informations. Ça leur fait une liste de 5 sommets à découvrir. Certains vont avoir le temps d'en faire 2, 3, 4. L'important, c'est de bouger, c'est de découvrir la région, c'est de profiter des sentiers quand même, qu'on ait le temps d'en faire 1 ou 5. C'est sûr que un petit accomplissement supplémentaire quand on termine le défi, mais il y en a pour tout le monde, là. On voit que ça a été très positif cette année avec la température qui a été beaucoup de votre côté, normalement dans les événements de fermeture. Si on pense à la prochaine saison qui s'en vient, à la prochaine édition, est-ce qu'on a des nouveautés là, qui s'en viennent de votre côté? Est-ce qu'on repense à, justement, vous aviez un Mont Mystère cette année, on a-tu d'autres choses qui s'en viennent pour l'an prochain? C'est sûr qu'on va avoir d'autres choses qui vont s'en venir pour l'an prochain. L'an prochain, c'est notre 10e édition. On est encore dans les préparatifs, là. On a plein d'idées pour l'année prochaine. On veut aussi on veut sonder nos participants pour voir qu'est-ce qu'ils aimeraient. Je pourrais pas vous en dire plus maintenant. C'est déjà quand même pas mal, là. Mais oui, c'est sûr qu'on aimerait savoir des nouveautés. Tantôt, tu as parlé, la prochaine, ça va être la 10e édition. Au total, là, depuis 9 ans, il y a combien de participants qui sont inscrits au défi des 5 sommets? C'est que ça Hey, on n'a pas fait le calcul exact. C'est sûr que les premières années, c'est allé en montant. Puis ça fait quand même quelques années qu'on tourne aux alentours d'un 5000, 5500 inscriptions. Fait que ça serait intéressant de faire le calcul pour vous donner un chiffre un peu plus exact. Mais j'ai l'impression qu'on doit quand même tourner aux alentours là, de presque, de presque un 50 000 participants depuis le départ. Quand même, on a fait découvrir la région à pas mal de monde.
Ah, puis on le voit là, au niveau de l'engagement aussi sur les médias sociaux. Là, vous êtes beaucoup présent avec les gens qui se prennent en photo quand ils accomplissent les différents défis. Là, fait qu'on voit que ça bouge beaucoup de votre côté. Est-ce que vous êtes à l'endroit où vous souhaitiez être, en fait, là, aux côtés de l'engagement, justement, du nombre de participants, de la participation, ou vous visez encore d'agrandir la participation avec les années qui s'en viennent? On est beaucoup plus loin que ce qu'on pensait Vous avez être dépassé. quand on a lancé le défi. Puis je t'avouerais qu'on va y réfléchir, là. On attend notre 10 ans, on va essayer de faire une belle année, mais on va essayer de repenser un peu à qu'est-ce qu'on fait pour la suite, comment qu'on va évoluer. Parce que oui, on a atteint nos objectifs. On avait comme mission aussi de faire découvrir la région, de soutenir les organismes à but non lucratif. On l'a atteint, puis c'est un travail aussi de long terme qu'on veut continuer à faire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ben, c'est une réflexion là, qu'on entame là, pour les prochaines années. Les 5 montagnes que vous sélectionnez, dans le fond, chaque année, ça bouge ou ce sont les mêmes depuis 5 ans? On essaye toujours d'en changer quelques-uns, de 2 à 3 sommets, parce qu'évidemment, on ne peut pas changer les 5 à chaque année. On va manquer de sommets dans la région, même si on en a pas mal. Mais on essaye quand même d'apporter un peu de nouveauté pour que les gens, ben, ils en découvrent toujours des nouveaux. Donc, on fait une petite rotation, ceux qui sont plus vieux, mais on en change pour des inconnus au bataillon. Des fois, ben, c'est des sommets qu'on n'a tout simplement jamais mis encore dans le défi. Des fois, c'est des sommets qui sont nouveaux aussi. Certains organismes gestionnaires de sentiers vont créer des nouveaux sentiers, puis ben, on en profite pour les faire découvrir. Puis, comment vous les sélectionnez? Y a-t-il des critères? Y a-t-il une grille d'évaluation? On a quand même pas mal de critères parce que même si certains sommets pourraient faire partie du défi où on dit hey, il y a tel sommet dans Charlevoix, pourquoi qu'on ne le prend pas? Mais on doit quand même surveiller certaines choses. On doit avoir un stationnement qui fait du sens. On ne veut pas que ça déborde trop, il faut que ça reste sécuritaire. La signalisation aussi doit le permettre. On doit avoir des gens qui puissent, un organisme qui peut répondre aux questions des randonneurs. Donc, il y a différentes choses. Il faut qu'il soit assez long aussi, il faut qu'il soit assez difficile, mais pas trop. Donc, on a plusieurs critères comme ça là, qu'on doit évaluer avant de faire un des sommets comme sommet du défi des 5 semaines. Ce qu'on entend aussi, c'est de savoir, on sait déjà, on en a parlé tantôt, qu'il y a une grande participation, puis ça augmente d'année en année. Est-ce que vous avez les statistiques à savoir la proportion de gens locaux qui participaient à l'événement? Est-ce que c'est surtout des gens de l'industrie touristique, des gens qui viennent de l'extérieur, ou il y a beaucoup une clientèle locale qui participe en plus grande proportion? C'est une grosse majorité de clientèle touristique. De la région, là, on ne dépasse jamais vraiment les 10 de participation. Donc, c'est quand même un certain nombre sur le total, mais c'est très majoritairement c'est assez dispersé entre les différentes régions là, du Québec. Est-ce que c'est un objectif d'agrandir justement cette présence locale-là? Ben, c'est sûr qu'on aimerait de voir de plus en plus de personnes de Charlevoix qui participent à l'événement. Il y en a toujours, puis on le voit aussi dans nos événements plus ponctuels, comme le spectacle au sommet ou le sommet des entreprises qu'on fait là, certaines années. Mais c'est sûr que oui, on veut toujours avoir les gens de la région là, à nos côtés. Tantôt, on en parlait, Ordon, Philippe et moi. Comment vous cohabitez avec... C'est une question peut-être qui peut paraître banale en apparence, là, mais comment vous cohabitez avec les chasseurs? Parce que là, évidemment, c'est la période de la chasse. Comment vous cohabitez? Est-ce que ça se dit bien? Il n'y a pas d'anicroche de ce côté-là? Ça se passe pas mal toujours bien. La chasse commence sur les dernières semaines du défi des 5 sommets. De notre côté, c'est sûr qu'on consulte les organismes pour voir si c'est un sentier qui pourrait poser problème. C'est pour les chasseurs. Donc, c'est toujours fait conjointement. On ne décide pas unilatéralement de choisir un sommet puis le mettre dans le défi. Puis on donne beaucoup de consignes aussi à nos randonneurs. On leur dit certaines heures à randonner, le dossard est obligatoire, on leur mentionne aussi de faire le moins de bruit possible, tout en signalant leur présence au besoin. Donc c'est sûr qu'on donne certains conseils pour que ça se passe bien, pour que ça reste sécuritaire, mais aussi pour que ça nuise le moins possible là, aux chasseurs. S'il y en a qui veulent, j'imagine, participer, les informations sont sur votre site web, à savoir les montagnes, les conseils et précautions. Est-ce que tu peux nous rappeler, s'il te plaît, votre site et comment Oui, vous joindre? exactement. Sur le défi des 5 sommets.com, on a pas mal d'informations, que ce soit sur la sécurité, sur la préservation des sentiers ou sur les différents sommets en tant que tels. Puis on est rejoignable, là, que ce soit par courriel, par Instagram, Facebook. On répond pas mal partout, puis d'habitude, on est assez rapide.
Louis-Philippe, merci beaucoup. Puis nous, on se reparle plus tard en saison parce qu'on veut avoir des nouveautés. On veut les primeurs pour la prochaine. Ça va me faire plaisir. Merci Louis-Philippe. Merci beaucoup. Bye. Un gros merci. C'est le moment de la question Sport Académie avec Philippe Dufour. Philippe, au football, il y a beaucoup de hors-jeu. En défensive, c'est simple, le défenseur a traversé la ligne, trop de bonheur. En offensive, il peut y avoir plusieurs situations. Parle-moi-en. Oui, les hors-jeux, pour quelqu'un qui regarde, c'est vrai que ça peut arriver souvent dans un match. Souvent, en majeure partie, les équipes ne font pas exprès. Hein, c'est pas voulu de faire un hors-jeu. Très souvent, cependant, le hors-jeu est utilisé à l'avantage d'une équipe. On essaie de l'utiliser pour gagner une position avantageuse sur le terrain. Donc, à l'offensive, lorsqu'il y a hors-jeu, c'est que lorsqu'un joueur de ligne offensive, dès qu'on est aligné sur la ligne offensive, bouge avant la bougie du ballon. Donc, si on voit que le centre a le ballon dans ses mains, quelqu'un bouge puis que le ballon n'avait pas encore été mis en jeu, il y a hors-jeu automatiquement. Et ça prend vraiment un petit mouvement, là. Exactement. Immédiatement, il y a un hors-jeu. Souvent, même, l'offensive se fait avoir à son propre jeu. Parce que l'offensive va essayer d'infliger les hors-jeux à la ligne offensive, à la ligne défensive, avec le corps arrière qui va changer ses cadences. On l'entend, le corps arrière, des fois, on se demande un peu qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il appelle quand il se met en arrière de sa ligne offensive. Bien, souvent, ça, c'est une partie pour essayer de faire bouger, influencer la défensive. On va changer de cadence, on va parler plus fort, on va parler moins fort, pour essayer de faire lever le joueur défensif, créer le hors-jeu et prendre le 5 verges. On le voit souvent, ça, en 4e et 1. Exactement. On Merci. essaie toujours de tester. Professeur Philippe, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Chasse et pêche avec François-Xavier Thibault. Et aujourd'hui, on parle de chasse au chevreuil. Bonjour, FX. Salut, messieurs. Comment ça va? Bon retour. Ça va super bien, on se prépare pour la chasse. Merci d'être là. Ben oui. Et là, c'est ta grosse saison. Là. Parle-nous de la chasse au chevreuil. Ben, c'est ça. Là, pour commencer, ben, l'Orignal vient de terminer. Fait que ça a été une grosse saison, l'Orignal, encore une fois, pour la région. Il y a eu beaucoup de prélèvements. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que l'état de la population des orignaux est pas nécessairement en bonne santé. On voit beaucoup d'orignaux, mais on voit un ratio mâle-femelle débalancé à plusieurs endroits. On se croise les doigts que le nouveau plan de gestion qui va sortir l'an prochain a une possibilité d'avoir un prélèvement peut-être un petit peu plus agressif au niveau des femelles pour équilibrer le ratio mâle-femelle. Donc, c'est sûr qu'on se croise les doigts pour la prochaine saison, mais le chevreuil s'en vient, ça a de bon augure, on va être plus optimiste avec le chevreuil. Le chevreuil est-tu en danger, l'orignal? Parce que moi, j'entends parler, tous les chasseurs que j'entends, c'est on n'a pas vu, puis on a juste des femelles. Le problème, c'est que notre gestion est généralisée. Dans Charlevoix, on a plusieurs microclimats, on a plusieurs réalités, on a plusieurs territoires qui sont gérés de manière différente. On a du territoire public, on a des pourvoiries exclusives, on a aussi des réserves fauniques, on a des zones d'exploitation contrôlées. Chaque territoire a sa dynamique concernant la pression de chasse, le prélèvement, les engins de chasse utilisés et aussi la possibilité de récolte de plusieurs prélèvements, soit du mâle, de la femelle, du veau. Donc, bref, ça a des dynamiques différentes. Comme on le sait, la seigneurie de Beaupré, les terres du séminaire, on a une gestion différente, on a moins de grosse pression de chasse. La réserve faunique, des Laurentides, la même chose, mais les EC, beaucoup de chasseurs, beaucoup de prélèvements concentrés sur le mâle, comparativement à des pourvoiries qui ont aussi des possibilités sur des récoltes de femelles. C'est la net enjeu dans Charlevoix, la dynamique va être d'avoir peut-être un plan de gestion qui va être plus adapté à tout ça, puis qui va avoir une meilleure aussi faisabilité pour que sur le long terme, on ait de l'orignal puis qu'on ait aussi une belle qualité de troupeau. On t'écoute, c'est quoi qui permet de savoir qu'on a un débalancement mâle-femelle? C'est sur quel indicateur qu'on se base? C'est-tu vraiment le nombre de prélèvements ou c'est vraiment des images qu'on a? Ou des statistiques Prélèvements, okay. Taux d'observation auprès des pourvoyeurs, des EC, des réserves fauniques, des différentes instances fauniques. Le taux d'observation, on le remarque, quelqu'un va voir 8 femelles, va voir un mâle, on le voit déjà. Et aussi, moi, je le vois naturellement par mon expérience aussi sur le terrain, en ayant le pouls, avec les rétroactions des différents chasseurs du milieu. On a l'information que les femelles, il y en a beaucoup plus que les mâles. Puis là, ça s'accentue de plus en plus. On voit qu'il y a un taux de natalité quand même assez bon. Quand même, malgré tout, on voit une présence de veaux. Mais dans l'ensemble de l'œuvre, les mâles se font de plus en plus rares. Il y a certaines pochettes d'habitat, qu'on peut dire, entre guillemets, qui y a encore beaucoup d'orignaux, mais ce n'est pas généralisé. C'est vraiment de manière ciblée à certains endroits. Mais une question niaiseuse, pour remplacer Phil Lavoie. Plutôt que, mettons, de permettre l'abattage des femelles, de pas juste, mettons,
limiter la chasse. Donc, naturellement, le taux de mâle, parce que les mâles vont féconder les femelles, donc techniquement, il va remonter de par lui-même. Oui, effectivement, ça pourrait être une possibilité toutefois au niveau questions économiques, questions aussi de structure pour les différentes organisations fauniques, c'est pas viable parce qu'on le sait, la chasse a des grandes retombées économiques, des millions dans la région. Puis aussi, la chasse a une raison d'être là pour faire un contrôle du cheptel aussi pour tout ce qui est les bactéries, toutes les épidémies. Comme on le sait, la tique d'hiver, c'est pas pour rien qu'elle était là à l'époque. La tique d'hiver, pourquoi elle est arrivée ici? C'est parce qu'il y avait trop une grosse population. Quand il y a trop des grosses populations de cervidés, il y a des épidémies qui embarquent là-dedans, dont la tique d'hiver. C'est pour ça. Donc la chasse, je crois qu'elle a lieu d'être, mais ça prendrait peut-être un outil de gestion beaucoup plus adapté pour baisser notre niveau de femelles, pour avoir un meilleur taux de natalité, ratio de femelle plus balancé, donc un meilleur accouplement là, au niveau du cheptel. Là. Revenons à chasse au chevreuil. Donc, c'est la bonne saison. Oui, et c'est très prometteur. Pourquoi? J'ai travaillé pratiquement une dizaine d'années dans le milieu de la chasse, là, à conseiller des gens dans des boutiques de plein air, faire des services de consultation. Et un de mes points forts que je disais qui était très facile à véhiculer, c'est on le sait, le chevreuil est opportuniste. Il va manger autant des cultures, des arbres, des arbres semenciers, des hêtes. Il va manger des tiges terminales d'érable à épis. Il va manger des cultures, il va manger du bord de mer. Bref, c'est très diversifié. Le cerf de Virginie, en étant opportuniste, il va toujours y aller par la facilité. Donc, au mois de septembre, quand même, tu décides de faire un site d'appâtage comme la réglementation te permet, ça n'aura pas un grand impact parce que le chevreuil peut se nourrir naturellement dans des bûchers, dans des champs, peut aller dans des coupes forestières. Bref, il y a du choix. Mais maintenant qu'on sait ça, comment on organise ça, une chasse au chevreuil? Ça va être vraiment simple à expliquer. Le chevreuil, il faut tirer profit de cette occasion-là selon les changements climatiques, selon la saison, comment elle va avancer. La semaine dernière, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on a eu 6 à 7 jours de pluie. Qu'est-ce que ça a fait? Les feuilles ont tombé. Ce phénomène-là fait en sorte que, aussi avec la photopériode, les feuilles jaunissent rapidement. Là, la pluie les fait tomber. Il y en manque de nourriture. Ils ne mangeront pas juste du bourgeon. Donc, il va falloir qu'ils s'alimentent soit dans des champs, dans des pommiers, dans des vergers. Mais sinon, ils vont avoir une certaine carence aussi en protéines. Ils vont vouloir aller chercher des nutriments en vue de l'hiver. Et c'est là l'appâtage a un meilleur impact parce qu'il y a une carence alimentaire en forêt. Les chevreuils veulent s'alimenter, ils veulent une nourriture rapide et facile d'accès. Donc, l'appâtage de manière artificielle en vue de la chasse va avoir un impact de manière significative. Parce qu'on le sait, il y a besoin de s'alimenter. Puis là, en période avant l'hiver et avant l'accouplement, les femelles veulent se faire des réserves, les mâles aussi. Donc, c'est là qu'on applique l'appâtage. Puis ça, on le voit de plus en plus. Je ne sais pas si c'est comme ça partout au Québec, mais on le voit. Là. En ce moment, on se promène là, dans Charlevoix, puis on en voit partout des chevreuils. Il y a des populations, ça vient dans les haies de cèdre, les pommiers, on les court arrière. Fait qu'on les voit de plus en plus. Là. Absolument. Mais c'est le phénomène de rareté de la nourriture. Ils sont à la recherche de nourriture. Puis les chevreuils aussi, présentement, on le remarque, la pluie, il y a eu beaucoup de pluie dernièrement. On le sait, dans les 4-5 derniers jours, dans la semaine dernière, la pluie a fait en sorte que les feuilles ont tombé. C'est causé par quoi? Premièrement, il y a eu la photopériode, les journées rapetissent, les feuilles jaunies, la gelée, la pluie fait tomber les feuilles. Donc, ce phénomène-là crée une occasion à saisir un peu pour drainer la chandelle au chevreuil à un endroit précis, parce que le chevreuil, en étant opportuniste, il faut toujours aller à la nourriture la plus rapide. Durant l'été, il s'alimente dans les coupes forestières, dans les champs, dans les cultures. Mais là, maintenant, il n'y a plus de feuilles. Fait que là, pour s'alimenter, c'est soit dans les champs, en bord de mer, sinon dans les vergers où il y a des pommiers, ou sinon par un site d'appâtage qu'on fait de manière artificielle, mais qui peut attirer énormément de chevreuil en vue de l'accouplement, parce que le chevreuil a besoin de s'alimenter pour faire des réserves avant l'hiver, puis aussi des réserves de graisse pour s'accoupler. L'année passée, là, à la dernière saison du vestiaire, tu parlais souvent que le cheptel avait diminué, que tu en voyais moins sur tes caméras. Est-ce que ce phénomène-là peut nous laisser croire que le cheptel est en santé, qu'il y en a plus qu'il y en a réellement, ou c'est juste parce qu'on les voit plus? Encore une fois, c'est une question un peu de réalité. Nous, on a 2 zones de chasse provinciales au chevreuil. On peut chasser le chevreuil dans la zone 27 ouest, qui est du côté ouest de la rivière du Gouffre, et de la route 138, 381, qui est 2 routes limitrophes à la rivière. Donc, Baie-Saint-Paul, Saint-Urbain, Petite-Rivière-Saint-François, Saint-Tite-des-Caps, le secteur ouest. On a un secteur est, qui est tout à l'est de la rivière du Gouffre, qui englobe Baie-Sainte-Catherine, Saint-Siméon, la Malbaie, les Éboulements, Saint-Joseph-de-la-Rive, Saint-Hilaire, bref, tout le secteur est. Je suis confiant du Saguenay. Oui. C'est 2 réalités complètement différentes. Du côté de l'ouest, on a une gestion qui offre la récolte de femelles par tirage au sort.
Donc, ça donne un ratio mâle-femelle beaucoup plus équilibré, étant donné qu'on a une possibilité de récolter de la femelle. Du côté de l'Est, interdit de chasser le chevreuil avec une possibilité de récolte de femelle. On peut récolter seulement les mâles. Ça a une réalité quand même assez percutante, parce que le monsieur, madame, tout le monde qui va à la chasse, c'est pas tout le monde qui veut récolter un trophée. Ils veulent juste aller passer un moment en forêt, avoir du plaisir, une récolte pour partager la passion avec les enfants, la nouvelle génération de chasseurs. Donc, dans ce moment-là, pour de la venaison, la meilleure récolte pour une gestion équilibrée, c'est de récolter une femelle quand il y en a trop. Mais dans ce cas-là, moi, qu'est-ce que je ferais? On recommanderait un tirage au sort pour la zone 27S aussi, mais il n'y en a pas présentement. Fait que le monde, souvent, vont se rabattre à récolter un juvénile, un daguet, un mâle d'à peine 10 cm de panache, un mâle d'1 an et demi, qui va avoir un impact sur sa progéniture à long terme, sur la structure d'âge du troupeau pour la région. Donc, c'est un peu ça mon enjeu. Oui, le taux d'observation a baissé un petit peu, mais la raison, c'est que la ratio mâle-femelle est très déséquilibrée. Là. Mais qu'au final, est-ce qu'ils sont en santé, les deux cheptels? Bien, dans l'Ouest, oui. Dans l'Est aussi. Mais dans l'Est, c'est juste que c'est des réalités différentes. Comme exemple, les éboulements et la région de la Malbaie n'ont pas la même dynamique de cheptel. Selon, exemple, causé par des accidents routiers, causé par un accouplement qui va se faire plus tardivement à cause que le cheptel est débalancé. Les habitats hivernaux aussi. Si les coupes forestières ont lieu près des sites hivernaux, les ravages des chevreuils, ça va avoir un impact sur la pérennité de l'espèce, le taux de natalité des femelles. Ça va avoir un impact sur plein d'aspects. Là. Question peut-être un peu pour moi, que je ne sais pas si ça paraît, mais je suis un bon mangeur, OK? Je suis un consommateur de viande. On l'entend, le chevreuil... Ça paraît pas. Non, c'est ça. On l'entend, le chevreuil, c'est peut-être moins intéressant côté viande que l'orignal. Quelles parties qui sont à privilégier? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ça peut être intéressant? Quel spécimen on doit viser pour avoir une viande de qualité au niveau du chevreuil? Bien, le chevreuil, que ce soit par mon expression, un fan, un veau ou un mâle juvénile ou un mâle dominant, un gros boc, ils vont tous être le fun à déguster. Mais c'est sûr et certain, quelqu'un qui vise la viande, tu es capable d'avoir un permis femelle pour récolter dans la zone 27 Ouest. L'idéal, c'est d'avoir une venaison de femelle. La venaison est tendre, elle va être grosse, on va avoir des valeurs nutritives intéressantes. La viande de bois a des attributs très intéressants au niveau des protéines, vitamines, tous les micronutriments qu'on va avoir dedans. C'est pas transformé, c'est bio, ça vient de la nature, effectivement. C'est pas un animal qui a été stressé dans un enclos, dans un package. L'animal a été élevé librement, donc ça donne une qualité de nutriments. Comme, moi, je suis fier de dire qu'à la maison, je suis quelqu'un qui n'a pas acheté de bœuf depuis 2 ans là, à la maison. À l'exception près de peut-être quelques items pour des recettes spécifiques, mais ça reste dans l'ensemble de l'œuvre. Je suis fier de m'afficher chasseur pour la qualité de la venaison. Puis le chevreuil, je te dirais, la surlonge va être intéressante, autant les cubes à mijoter, les côtelettes désossées, les contrefilets. Moi, le chevreuil, c'est ma viande préférée. Ah oui, hein? En terminant, Phil et moi, est-ce qu'on peut espérer avoir un morceau de chevreuil cette année? Bien, pourquoi pas? Moi, je pars pour l'île d'Anticosti demain matin. Puis on s'en va au Québec pour poursuivre notre chasse par ici, dans le but de renouer avec le cerf de Virginie. J'ai bien hâte de faire leur rencontre. Bien, merci. Bonne chasse! Merci. C'est le moment de parler des ligues majeures. Hey Philippe, la NFL, ça bat son plein. On est en plein dans la saison du football, Mathieu. Aujourd'hui, on va en jaser ensemble. On va essayer de couvrir un peu toutes les ligues. On va commencer par donner nos surprises Ben oui. depuis le début de la saison. Ben, je te laisse commencer, vas-y, notre expert. C'était pas sur ma carte de bingo cette année. Les Colts d'Indianapolis avec Indiana Jones, Daniel Jones qui faisait ses débuts avec l'équipe cette année. Écoute, ils sont redoutables, ils sont pas arrêtables cette année. Jonathan Taylor, ça fait plusieurs matchs en ligne qui nous fait des 2-3 touchés par match. Je ne sais pas qui va être capable de les arrêter, mais ça se révèle comme une grosse force dans la ligue. Oui, puis en même temps, moi, je n'étais pas tant surpris. Parce que pour la première fois de sa vie, Daniel Jones a une ligne offensive devant lui. Puis cette équipe-là aurait dû être meilleure l'année dernière avec Richardson qui s'est blessé. Si tu n'étais pas surpris, tu es un grand expert, Mathieu. Merci de me reconnaître, je l'apprécie. Après ça, dans les autres équipes qui m'ont surpris aussi, les Broncos, on le sait, avec Sean Payton qui est arrivé sa 3e année, on le sait, sont sur une pente montante, mais je ne m'attendais pas à ce que Bo Nix soit aussi dominant cette année. Écoute, on commence souvent les matchs un peu au ralenti, je trouve, là, si on avait quelque chose à s'améliorer, mais on a un bon noyau à Denver, les choses vont super bien, puis on domine nos adversaires. Là. Est-ce que tu trouves que Sean Payton va tirer le maximum de chaque joueur, de chaque unité? Il est connu pour ça, Sean Payton. C'est quelqu'un qui est très proche de ses joueurs, qui est très intense, puis on le ressent sur le terrain. C'est une équipe qu'on sent qui est en guerre, qui est en mission. Puis non, on a de l'adversité, mais on réussit toujours, on le dit, là, les meilleures équipes trouvent toujours le moyen de remporter. Penses-tu que Bo Nix, est-ce que son plafond est atteint ou il peut aller encore à un autre niveau en termes de performance? Bo Nix, c'est quelqu'un qui a une très longue
saison universitaire, fait qu'on peut dire qu'il était prêt quand il est arrivé dans la NFL. C'est un des jeunes qui était dans la COVID, si on peut, fait qu'il y a eu plusieurs saisons. Je pense qu'il est arrivé plus près que certaines personnes, plus vieux, plus matures, mais moi, je pense qu'il est en progression constante. Il se crée une expérience dans la NFL en ce moment, puis ça va être un des bons carrières pour les prochaines années. Troisième surprise? Troisième surprise pour moi, Patriots, la Nouvelle-Angleterre. Est-ce qu'on est en train de sortir des catacombes là, en Nouvelle-Angleterre? Drake May, le carrière, deuxième année, qui fait un travail incroyable. On l'a vu, des éléments. Stephen Diggs qui commence à briller. Tout un match à Buffalo il y a quelques semaines. Donc les Pats nous sortent du bon matériel en défensive et en offensive. On sent qu'il y a un momentum, on sent qu'il y a une énergie. On connaît les fans en Nouvelle-Angleterre, sont incroyables. Fait qu'on a une super énergie au niveau des Patriots. Écoute, Mike Tomlin, quel coach? À Pittsburgh, il faut le mentionner, Mike Tomlin qui est allé chercher Aaron Rodgers cette année. Je suis content pour lui, Aaron Rodgers. Je suis content pour lui. Quand il a fait son passage chez les Jets, une grosse blessure, un passage très difficile. Moi, honnêtement, je pensais que c'était fini pour sa carrière. Il nous annonce qu'il revient. Il signe à Pittsburgh. Un grand corps arrière qu'on a eu la chance de voir, puis je suis content de voir que ça va bien pour lui cette année. Oui, que c'est un grand coach qui rencontre un grand corps arrière et on n'entend plus parler de ses bourdes. On dirait qu'il a compris qu'il fallait qu'il se concentre sur le football. Mike Tomlin dirait qu'il l'a mis à sa place, puis vraiment, puis il y a des bonnes armes avec lui aussi. Ils sont très utiles l'un pour l'autre. Mike Tomlin, très grand coach, tu l'as dit, mais à Pittsburgh, là, on a des éléments, puis ça fait plusieurs années qu'on dit c'est l'année, c'est l'année, c'est l'année. La défensive est là depuis exact, longtemps. ça fait plusieurs années qu'on a des super joueurs clés en offensive. Il nous manque toujours un élément, puis Rodgers vient aussi aider, je trouve, Mike Tomlin cette année, qui connaît du succès. Écoute, il y a malheureusement des surprises négatives aussi. On ne parlera pas des Browns et des Jets qui sont deux abonnés à cette chronique-là. Écoute, eux autres, je pense qu'ils sont... Des exécrables performances semaine après semaine. Exactement, qui réussissent à finir dernier, mais sans jamais reconstruire. Donc, parle-moi de tes premières déceptions. Déception à date jusqu'où on en est dans la saison. Malheureusement, les Bills... Je suis surpris que tu me dises ça. Ben écoute, les Bills ont des super éléments. Josh Allen, probablement un des meilleurs, sinon pas le meilleur carrière en ce moment de la NFL. Mais il manque des éléments. Il faut apprendre à gagner du côté des Bills. Puis on s'entend, c'est pas Josh Allen le problème. La philosophie qu'on a de voir plusieurs bouches à nourrir, de ne pas avoir de receveur vedette, ça fonctionne puis ça fonctionne pas à certains moments. L'organisation des Bills, McDermott, cette saison, il est sur le hot seat, selon moi. Parce que, écoute, tu parles de receveur vedette. En série, là, quand tu as besoin de la série gagnante, tu veux le gros joueur qui va faire les attrapés. Là, chez les Bills, on dit qu'on n'a pas... Tu sais, les attrapés contestés, on n'a pas lui qui va sauter plus haut pour aller chercher. Il nous manque certains éléments. On est capable de compenser avec l'athlète qu'on a en Josh Allen. On a une bonne défensive aussi. On a des bons éléments. Je pense qu'on va gagner encore beaucoup de parties de football. La saison est jeune, mais je les trouve décevants. Je croyais une saison beaucoup plus dominante chez les Bills. Je pense que tu veux parler aussi des Vikings du Minnesota. Vikings du Minnesota, grosse déception. J'y croyais, moi, J.J. McCarthy. Malheureusement, blessure. Une équipe qui avait des bons éléments, on sait, mais une équipe cette année qui tourne un peu en rond. Écoutez, on n'a pas beaucoup de relève. Carrière, le deuxième, on part de très loin aussi. Non, je trouve que ça va pas bien. Une saison très difficile pour les fans aussi qui ne voient pas beaucoup de succès. Là. Est-ce qu'il aurait dû garder Sam Darnold? Il regrette Sam Darnold. C'est sûr qu'il regrette énormément. Un super carrière. Ils ont tout misé sur McCarthy. Puis malheureusement, avec la blessure qu'on a aujourd'hui, on n'a pas de relève. Puis c'est difficile pour les Vikings. Autre déception? Autre déception de mon côté, les Bengals. Écoutez, les Bengals, on le dit à chaque année, Joe Burrow, il fait bien paraître cette équipe-là. Joe Burrow, il tire l'équipe vers le haut, il réussit à faire des miracles. On le voit quand il n'est pas là, ça dégringole. On a vu un move là, depuis 2 semaines. Ils sont allés chercher notre vétéran Joe Flacco, qui connaît du succès, qui ne connaîtrait pas de succès comme carrière avec Higgins et Jamar Chase. Donc, ça se met en place. Je pense que le plan des Bengals de garder assez de succès dans l'équipe pour peut-être atteindre les séries et avoir un retour miraculeux de Joe Burrow, on le sent, mais c'est une déception. Joe Burrow qui se fait marteler à chaque jeu. On n'est pas capable de protéger ce gars-là. Des gros trous sur la ligne offensive, c'est une déception de mon côté. Et la défensive poreuse au coton au maximum. Exact. Là. On n'est pas capable de rien arrêter. Et 39 on a eu points contre les Giants. Contre une poignée de recrues, je le sais. Non, on est très déçus du côté des Bengals. Je pourrais même rajouter une autre équipe dans les déceptions. Les Jacks de Jacksonville. Jacksonville, pourtant, on a des éléments. Il y avait le sauveur, le corps qui était là, prophétique, là, mais... Exact. Puis j'avais aussi hâte de voir la recrue Travis Hunter, qui est utilisé des deux côtés du ballon. Travis Hunter, qui est un très bon athlète, puis je pense qu'on va commencer à plus l'utiliser, puis plus comprendre qu'il peut être très prolifique en offensive. Il n'a pas été beaucoup utilisé depuis le début de l'année. Non, c'était surtout comme demi de coin qui était utilisé. Exact. Là. Très fort en défensive, évidemment, mais je pense qu'on va commencer à plus l'utiliser. En effet, les Jags, on a connu quelques bons matchs. À l'international,
nationale sont abonnés là, au match à Londres, ont connu mon match, mais c'est difficile de leur côté aussi encore cette année. Écoute, parle-moi un peu des nouveaux règlements. Tu sais, il y a eu des changements, mettons, dernièrement, les boîtiers d'envoi. Est-ce que tu vois une différence dans le déroulement du match, là? Sur le botté d'envoi, écoute, je suis pour, là, depuis quelques années, on essayait de trouver des façons d'amener plus d'action au match, de donner un plus grand impact au botté d'envoi. Puis avec la nouvelle règle qu'on voit... Protéger le receveur aussi. Exactement. On va venir protéger, puis on va favoriser le retour. Donc, pour le partisan, c'est un meilleur spectacle aussi. Ça permet d'avoir des retours plus explosifs, plus dynamiques, donner la chance aux retourneurs d'attraper, d'avoir le temps de suivre ses blocs. Fait que non, moi, je suis pour ces règlements-là qui nous amènent un meilleur spectacle pour les unités spéciales. Dernière question pour toi sur la NFL. Le ballon, le positionnement du ballon qui a maintenant une puce ou je ne sais trop quel dispositif. Oui. Est-ce qu'on peut dire enfin? Écoute, la puce dans le ballon, là, j'avais des appréhensions au niveau du... Est-ce qu'on vient un peu enlever le romantisme du football? On le sait, c'est très important, un sport de transition, un sport très conservateur. Mais de la façon que ça a été fait, on n'élimine pas les chaîneurs, on n'élimine pas les arbitres. Ça nous donne une donnée de plus qui est sûre, qui est stable. Puis on le sait, c'est prouvé. On l'a utilisé à quelques reprises. J'aime le visuel qu'ils nous mettent aussi à la télé pour qu'on comprenne bien le positionnement. Un peu comme au tennis, là, qui on voit le C'était positionnement. essentiel qu'ils le mettent en place. C'était trop subjectif avant. On place le ballon. On continue de le laisser. Dans les moments où on n'est vraiment pas sûr, on a recours à la technologie avec la puce qui nous donne une décision claire. Je suis vraiment content qu'il l'ait amené cette année. Puis à date, ça fonctionne super bien. Parce que l'œil humain a ses limites. Exactement. Puis quand on a des enjeux de la sorte, une ligue aussi sérieuse, tendue, paritaire, égale, c'est important d'avoir une bonne décision réfléchie avec un bon positionnement de ballon. On change de ligue. Oui. On sort de la Ligue canadienne de football. Et je n'ai qu'une seule question pour toi. Est-ce que les Alouettes vont gagner la Coupe Grey? Écoute, depuis le retour de sa blessure, notre ami M. Davis, comment trouves-tu sa performance? Magistral. Il est incroyable. Oui, il fait tout, mais à chaque jeu, je suis inquiet. Oui. Il va-tu se relever? Il a-tu été frappé trop fort? Y a-tu quelque chose? Non, on a eu une période, un bas de courbe un peu là, en mi-saison du côté des Alouettes pendant sa blessure, justement, où ça a été difficile. Mais je pense que depuis son retour, il est électrisant. En défensive, on a des joueurs qui se sont levés aussi. Je pense que tout est permis encore pour les séries du côté des Alouettes. Il y a beaucoup de questions de momentum. Ouais. Tu sais, quand ils ont gagné en 2023, il y avait vraiment le momentum. Ils sont arrivés en série avec un air d'aller. Là, cette année, ils ont reposé des joueurs à Winnipeg. Je pense que c'était la bonne décision, mais ils ont au moins eu un match au moins avec Davis Alexander qui est arrivé et qui a tout arraché sur le terrain littéralement. Là, je pense est-ce que ce momentum-là va leur servir? Ah, clairement. C'est un joueur d'impact. On le sait, c'est des joueurs sur qui tu bases une équipe, tu construis autour de lui, puis il amène vraiment une énergie dans l'équipe. Quand il est en forme, quand il va bien, toute l'équipe suit, là. C'est clair. Puis, est-ce qu'ils ont une réponse défensivement au jeu au sol? Parce qu'on a vu des fois les Alouettes, où sont vulnérables, c'est le jeu au sol. Ah, ça a été plus difficile, puis on l'a vu toute la saison. J'espère qu'on va trouver un moyen de mieux le contenir pour les prochains matchs. On le sait, la Ligue canadienne a 3 essais, grande part d'unités spéciales. On performe bien jusqu'à date. Au niveau de la défensive aussi, mais là, au niveau de la passe, on est là parce que c'est une grande partie du jeu, mais il va falloir trouver un moyen de fermer la porte. On est petit, on a de la misère à se battre contre le jeu au sol, on a de la misère à mettre de la pression aussi sur le corps adverse. J'espère qu'on trouvera des solutions pour les playoffs qui s'en viennent. Parce que contre les coureurs comme Oliveira, ça va être difficile. Ah, c'est tough. C'est difficile. Puis il faut amener, dans ce temps-là, il faut être dynamique, il faut utiliser ce qu'on a, nous, qui est la vitesse. On est athlétique, on a la jetée. Il faut réussir au niveau de la défensive à amener des schémas de jeu qui vont permettre de faire des plaqués rapidement à la ligne, mais il faut arrêter de se faire reculer. Quand un joueur défensif se lève, se fait prendre en dessous d'épaulettes, se fait reculer 5 verges, tombe dans un secondaire, et on donne 5 verges gratuitement. Facilement. Il faut trouver le moyen de garder la ligne de mêlée le plus près possible du ballon. Et je pense qu'il y a une chose qui est rassurante, c'est la ligne à l'attaque. Entre autres avec Tiger Shane qui a fait son arrivée puis qui performe somme toute bien. C'est rare qu'un joueur de ligne de première année va avoir du temps de jeu régulier. Puis un gros impact d'ailleurs. Là. Bien, absolument. Super bon. On ouvre, on sent une belle chimie. Les 5 joueurs de ligne offensive, très important qu'on soit sur la même page, qu'on développe une chimie. Quand il y a des changements en cours de saison, des fois ça peut paraître, mais là ça a été pour le mieux. Écoute, cette équipe-là est très bien dirigée. Avons-le, je pense que Jason Maas, c'est un entraîneur. Ah, puis d'ailleurs, on a remercié Jason Maas puis notre directeur général, Danny Machocho aussi, avec des extensions de contrat. Là, fort mérité, je pense qu'on fort se le cachera mérité, pas. un travail incroyable, beaucoup d'accomplissements depuis les dernières années. Ils travaillent super bien ensemble. On a augmenté la proportion de joueurs québécois dans l'équipe. Je pense que les fans l'ont demandé aussi. Fait qu'il y a un très bon travail depuis Les leur joueurs arrivée. veulent jouer pour lui. On le voit dans les vidéos d'après-match, dans le vestiaire. Là. On sent qu'il y a vraiment un effet de corps dans cette équipe-là. Là. Exact, on le sent. Puis Danny,
tellement un chic type, qui est beaucoup aimé de ses joueurs, qui est toujours présent pour ses joueurs, qui est là, qui est à l'écoute, qui donne beaucoup de temps. Donc, je suis vraiment content qu'il ait été récompensé et qu'il continue. Et dans la communauté aussi, on va l'avouer. Ben oui, puis qui est très connu. Là. Ben oui, exactement. Exact. Ligue universitaire de football, ton Ouais. dada, ça ne cachera pas. Ben oui. C'est ton sport chouchou. Ben là, on arrive en série. C'est là la vraie saison qui commence en fin de semaine. Exactement. Exact. Et Montréal, Québec, évidemment, l'UQAM, l'Université Laval sont toujours là. Et là, il y a McGill qui s'en vient et qui cogne à la porte. Est-ce qu'il y a une réelle chance d'avancer en série? Puis Ben, écoute, je pense que McGill, on est en train de construire quelque chose sur le long terme qui va être vraiment intéressant. On l'a vu cette saison avec Alex Surprenant qui est arrivé à la barre de l'équipe. On a des joueurs d'impact. On a eu une excellente classe de recrutement. On a été compétitif en saison. L'affiche ne le reflète pas malheureusement avec 3-5, sauf que c'est une équipe, je pense, qui pour le futur va faire peur. On l'a vu, on a vu des très belles choses. Ils jouent contre le Rougeur en fin de semaine. Je pense que le Rougeur va remporter ce match-là. Pas trop inquiet, c'est ça? Je pense qu'ils vont le remporter. Mais écoute, ils ont plusieurs joueurs qui se retrouveraient dans mon top 5, top 10 à McGill en ce moment. Fait qu'il y a des super bons joueurs. On met la table pour les futures années. On leur souhaite bonne chance en fin de semaine. Je pense pas qu'ils vont remporter cette vague-là, mais c'est très prometteur. Montréal, Laval, qui tu favorises, toi, pour aller à la Coupe Memorial? Ben, Parce qu'on écoute, prend pour acquis eux deux vont s'affronter à... Ben, c'est ce que je pense, puis on l'a vu dans les deux affrontements. Laval a une victoire, Montréal a une victoire. Écoute, j'ai été déçu un petit peu de Laval quand ils ont joué contre Montréal, Arnaud Desjardins. Ça reste un super joueur au niveau canadien. Quatrième année, mais on s'en attend d'un peu plus que lui. T'sais, on n'a pas marqué de toucher là, à notre victoire contre Montréal. Ça a été un touché sur un punt bloqué sur les unités spéciales. Donc, il va falloir que Laval en donne plus s'ils veulent compétitionner contre Montréal. Montréal qui va avoir le couteau entre les dents. La défaite qu'ils ont eue contre le Rougeur, c'est sûr, c'était au PEPS, hein, ça aide pas, devant 25 000 personnes. C'est intimidant. Pepe Gonzalez, première année, ça reste une recrue, même s'il nous a montré du beau toute la saison. Très bon corps arrière, mais ça reste quelqu'un qui apprend, qui est en apprentissage, un super bon athlète de l'autre côté. C'est intimidant de venir jouer au PEPS. Moi, je pense qu'ils vont avoir le couteau entre les dents, qu'ils vont donner un très bon challenge contre Laval. Écoute, je vais mettre Laval gagnant, c'est mon ancienne équipe, mais je pense que ça va être un défi difficile cette année contre Montréal. Qui a la meilleure équipe entre les deux, en termes de talent? Ben, j'irais pour Montréal. Excuse-moi, j'irais pour Laval. Parce que Laval a beaucoup plus d'expérience. On a des joueurs, mettons, plus vieux. On a presque le même alignement que l'an passé. Fait que je pense qu'au niveau des... Si tu regardes joueur pour joueur, Laval ont des meilleurs éléments que Montréal, qui sont un peu plus jeunes. Au final, tu as une grosse fin de semaine, toi? Tu vas t'occuper en fin de semaine? On va t'occuper dans le salon avec les tâches familiales, mais on va essayer de rester proche du salon, proche de la télé. Qu'est-ce que tu vas écouter en fin de semaine? Qu'est-ce que tu suggères aux gens? Hey, écoute, en fin de semaine, on va avoir des super matchs qui s'en viennent dans toutes les ligues, comme on a dit. Évidemment, on va regarder la demi-finale avec Laval contre McGill samedi après-midi. Après ça, ben, au niveau de la NFL, on va avoir des super matchs toute la journée de dimanche. On a des choses qui se concrétisent. La saison avance. On est rendu, la mi-saison qui s'en vient très bientôt. Ce soir aussi, on a un bel affrontement. Je peux pas dire ce soir. Je m'excuse. Je m'excuse, c'est mon erreur de débutant. T'es pardonné. Ce soir, ça n'existe pas, c'est vrai. C'est ça. Donc, en terminant, merci beaucoup. Merci. Écoute, donc beaucoup de beau football à voir qui s'en vient. On est dans l'automne, c'est le temps d'en consommer. Après ça, rendu aux fêtes, ça disparaît. On n'en a plus pour encore les 6 prochains mois. Profitez-en des bons matchs au niveau des 3 ligues. Donc, RSEQ, on s'en rappelle, les finales qui s'en viennent. CFL, NFL, ça continue. Donc, bon football à tous. Merci, Philippe. Ça m'a fait plaisir. Merci pour ma première co-animation. Ça fut très apprécié de mon côté. Tu as réussi le test 100%. C'est très gentil. Merci à tous à la maison qui nous avez écoutés. Merci à l'équipe technique qui rend le tout possible. Très hâte de vous revoir dans 2 semaines pour le prochain épisode. Merci tout le monde.